troisième partie, après. Vous faites un petit rapport sur le Conseil économique, social et environnemental. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais j'ai envie de vous poser une question impertinente. Ce Conseil, en vrai, ne sert à rien. Oui, il est de bon ton de dire qu'il ne sert à rien. Moi, j'ai une expérience, avant le rapport qui m'a été confié par Jean Castex, moi j'ai une expérience du conseil, à l'époque il s'appelait Conseil économique et social, il n'y avait pas le E environnemental. Ouais, j'ai l'impression de parler de la préhistoire, mais on était dans les 35 heures, il y avait ce qu'on appelait les multi-SMIC. Donc une entreprise se trouvait confrontée, selon la période, à des SMIC différents qui résultent. Je passe les détails. C'était d'une complexité insondable. Et c'était à la fois d'une complexité insondable et souvent, comme en matière sociale, politiquement, c'était très, très, très sensible. Et personne, c'était un peu le sparadrap du capitaine Haddock, personne ne savait comment se débarrasser de façon, dans l'intérêt général, de ce dispositif d'une rare complexité. Et donc, il y a un moment, on a demandé au Conseil économique et social. Et le Conseil économique et social a trouvé des solutions qui ont permis de sortir. C'est-à-dire, le problème que l'on a, c'est vrai d'ailleurs pour le Conseil économique et social et environnemental, et puis aussi pour le plan. C'est-à-dire qu'il y a peu de structures dans lesquelles à la fois les représentants des organisations professionnelles et des représentants syndicaux, voire l'État, parlent en toute confiance. D'accord. Parce qu'il y a une sorte de langue. Il n'y a pas d'enjeu. Oui, il peut y avoir un enjeu, mais c'est-à-dire que c'est sûr que quand toutes les caméras sont à la sortie de Matignon ou de l'hôtel du Châtelet, c'est pas là qu'un responsable syndical va dire écoutez, je propose une solution totalement innovante, etc. Bon. Donc, beaucoup se passe dans l'off, l'informel. Et il faut trouver. Alors, l'off et l'informel, ça peut être des réunions. Très. Mais là, c'est un espace plus structuré. Mais là, il va avoir des espaces structurés, comme le Conseil économique et social et environnemental, où les gens peuvent parler en confiance et dire mais. Voilà, moi, ma position, c'est ça, mais parce que, en revanche, je ne parle pas de marchandage, mais d'échanger en confiance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors qui n'est pas visible, parce que, ça passe très en dessous du radar médiatique, voire politique, mais il se passe des choses. Et tout l'enjeu, justement, c'est pour ça que j'ai accepté de faire le rapport sur la composition du Conseil économique et social, c'était d'avoir une composition où il y aurait des gens, justement, qui jouent ce jeu. Alors je ne dis pas que tout est parfait au Conseil économique et social et environnemental, mais c'est. Voilà. Et le plan à l'époque de Jean Monnet, etc., jouait un peu ce rôle rue de Martignac. Il y avait les gens se rencontraient. Et donc là, vous n'êtes plus directeur général du travail, vous avez réintégré le Conseil d'État à la section sociale. La section sociale. Donc la section sociale, c'est une section qui est consultative. Oui. Et donc vous y faites quoi ? Alors, elle est consultative, mais elle a beaucoup de pouvoir. Comme les autres sections administratives, elle a beaucoup de pouvoir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand le gouvernement a un projet de texte, donc projet de décret en Conseil d'État, projet d'ordonnance ou projet de loi, projet qui a été concocté par une direction d'administration centrale, avant que ça soit signé par le gouvernement ou que ça soit voté par le Parlement, il y a une réécriture au niveau du Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État peut dire, attention, là, il y a un problème constitutionnel qui est posé, ou un problème de cohérence, donc sur le fond, où il peut dire, ce qu'il fait le plus souvent, rédiger le texte. Donc il y a un gros travail. Alors quand on dit, c'est vrai que en droit, c'est un rôle consultatif, mais en réalité, c'est quelque chose qui va au-delà du consultatif, parce que généralement, le gouvernement suit l'avis du Conseil d'État. Donc c'est un moment important. Et donc dans ce cadre, si je ne me trompe pas, vous avez sur votre bureau pour le projet de loi qui va donner lieu à la loi El Khomri, qui est en grande partie inspiré de votre propre rapport de septembre 2015. Oui. Est-ce que c'est un problème ?
Ah bah, c'est-à-dire, il y a... Non, quoi, oui et non. Parce que du coup, vous étiez un peu d'accord avec... Oui, mais le président de la section sociale, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que pour les projets de loi, il y a deux stades. Dans un premier temps, ça passe en section, puis là, il y a une vingtaine de collègues, et c'est le président, il a une voix parmi d'autres, ni plus ni moins. Et après, une fois le mardi, ça passe en section, et le jeudi, ça passe en assemblée générale. Donc, moi, effectivement, j'étais cohérent avec moi-même, mais encore que je n'avais pas rédigé le texte, hein, donc moi, c'était uniquement le rapport, mais après, il y avait tous les collègues, à la fois de la section sociale et de l'assemblée générale. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi tout simplement dire, et ce n'est pas pour vous prendre dans le sens du poil, mais que votre fonction est très objective au Conseil d'État, c'est de dire, bon, est-ce que c'est cohérent? Alors là-dessus, on peut penser que vous pensiez que c'était cohérent pour l'avoir un peu conçu. Et après, il y a aussi l'aspect, est-ce qu'on forme, est-ce qu'on ne prend pas des risques, on regarde la législation constitutionnelle. Et ça, que vous soyez favorable ou non, bon, de toute façon, vous êtes tenu de faire votre travail sur cet aspect-là. Oui, et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le travail en section et en assemblée générale, c'est vraiment un travail collectif, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui dit, quoi, ça n'a pas de sens de dire, bah, vous savez, moi je suis d'accord parce que c'est mon rapport, quoi. Vous voyez, il y a un travail collectif qui fait que, voilà, si jamais il y a un problème, le problème est soulevé. D'ailleurs, il y a eu des observations, etc. Section sociale et après coup de tonnerre. Section sociale, et ce qui est important, c'est que la particularité de la section sociale, c'est qu'on a trois... Là, il n'y a pas que le droit du travail. Hein. Oui. C'est-à-dire il y a tout le droit de la santé et tout le droit de la sécurité sociale. Donc, c'est des droits extrêmement complexes. Hein. Oui. Et généralement, le président de la section sociale, c'est quelqu'un qui, à un moment, a été... qui revoit un peu ses anciens collègues. Et donc, c'est interactif, quoi. Donc, d'accord. Voilà, bon, puis il faut maîtriser un peu les trois domaines, ce qui n'est pas évident. Non. Voilà. Non, parce que je pense que le droit de la sécurité sociale, ou par exemple le droit de tout ce qui est cohésion sociale, la prime d'activité, etc., c'est quand même d'une complexité. L'ONDAM, etc., les lois de financement de la sécurité sociale, c'est d'une très très grande complexité. Bon, alors la T2A, par exemple, on appelle la T2A, la tarification à l'activité des hôpitaux, là on en parle beaucoup, c'est quand même sans doute, dans l'univers juridico-technocratique, c'est sans doute une des choses les plus compliquées. Alors, juste qu'on est là-dessus, est-ce que vous n'êtes pas gêné du décalage entre le caractère extrêmement concret des questions qui sont posées, finalement est-ce qu'on est remboursé, pas remboursé, est-ce qu'il y a des financements, et l'inabordable complexité dans la résolution de ces questions? Si, c'est ça le sujet. C'est-à-dire, un des sujets, c'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez, quand vous arrivez, quand on vous présente un texte, en matière de sécurité sociale, on prend cet exemple-là, on est entre spécialistes. Oui. Et en plus, la façon de rédiger ne fait rien pour que ça soit... Ah, c'est incompréhensible. Donc ça consiste à dire le deuxième alinéa est remplacé par le premier qui dit que, machin. Bon. Donc il y a un énorme ticket d'entrée technique. Oui. Et alors, un des rôles du Conseil d'État, c'est bien sûr de vérifier que tout ça est bien rédigé, tout ça, mais c'est aussi exactement ce que vous dites, c'est-à-dire de bien voir exactement quelles sont les conséquences concrètes du texte, voilà, et de mettre le gouvernement en quelque sorte devant ses responsabilités en disant, une des questions que dit le plus souvent un président de section, social, intérieur ou travaux publics, ou représentant du gouvernement, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment faire concrètement. Oui. Et après, on leur dit, si c'est ça que vous voulez faire, il faut rédiger comme ça. Donc il y a un gros travail, et c'est pour ça que ça suppose quand même avoir des gens dans les sections sociales, mais je dis bien, c'est vrai, la section des travaux publics, en matière d'environnement, etc., d'avoir des gens qui soient des interlocuteurs très exigeants vis-à-vis des administrations et vis-à-vis du gouvernement. Dans l'intérêt même, d'ailleurs, de tout le monde, à la fois des usagers et tout.
Donc, alors, tout à l'heure, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais donc je démarrais après la section sociale, la section du contentieux. Et alors là, coup de tonnerre, puisqu'on se dit, Jean-Denis Combrexel a d'immenses qualités, mais enfin, ça fait quand même 20 ans ou un peu plus qu'il n'exerce plus comme magistrat. Que vient-il faire à la présidence d'une des sections les plus importantes du Conseil d'État? Oui, oui, alors ce qu'il y a quand même, quoi, j'ai été 7 ans conseiller privé administratif, après j'ai été commissaire du gouvernement, donc quand je suis arrivé au Conseil d'État, donc je suis très fier. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que il ne faut pas verser la caricature, il ne faut pas dire que j'ai aucune expérience contentieuse, mais par rapport à d'autres, je n'étais pas celui qui avait la plus grande expérience contentieuse. Donc, quel est le sens, alors après, de ma nomination? Je pense qu'il y a quoi? J'espère ne pas être trop prétentieux en disant ça. Je pense qu'il y avait des significations qui allaient au-delà de ma petite personne. Je pense que l'idée, c'était aussi de dire le contentieux, c'est pas une sorte d'abstraction, d'avoir des gens, que ce soit moi ou d'autres, qui ont eu une expérience longue dans l'administration, c'est quelque chose d'important pour le contentieux. Alors, avoir des gens qui ont une expérience contentieuse, mais aussi qui ont une longue expérience d'administration. Le droit administratif, c'est pas un droit désincarné. Dans l'organisation aussi de la section, dans son fonctionnement. Alors, ça, c'était peut-être la deuxième raison, oui. C'était de dire les questions de management, d'organisation, tout ça sont aussi extrêmement importantes. Donc, il faut avoir quelqu'un qui, en quelque sorte, ait, tu as raison, une réputation de manager, etc. Puis la troisième signification, c'est de dire, à un moment où l'articulation tribunal administratif et Conseil d'État est importante, d'avoir quelqu'un qui a été au départ conseiller tribunal administratif, vis-à-vis des tribunaux administratifs, ça pouvait avoir une signification. Donc il y avait des choses qui dépassaient en quelque sorte ma personne. Côté management, j'ai cru comprendre, en préparant l'entretien, et nous avons cru comprendre que vous étiez très fier de ce que vous avez fait pendant le Covid. Oui, quoi, fier. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, notamment de professeurs d'université sur le rôle du Conseil d'État pendant le Covid. Donc là aussi, je parle avec humilité. Mais ce qui se passe, c'est que, parce qu'on disait justement, j'avais un profil un peu particulier pour être nommé au président de la section du contentieux. Et là, je me retrouve au contentieux, à gérer une crise qui me rappelle de beaucoup ce que j'ai pu connaître quand j'étais directeur général du travail. Donc je me retrouve dans une situation de gestion de crise. Et la question qui est posée au Conseil d'État, et notamment la section du contentieux, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant le Covid? Alors il y avait deux options, en quelque sorte. La première option, c'était de dire on attend que ça se passe, donc tous les gens vont chez eux, etc. Et puis on attend le retour des jours meilleurs, et puis voilà, on attend. Ce qui s'est passé dans beaucoup d'administrations. Oui, voilà. On ne citera personne. On ne citera personne. Et l'autre option, que alors là, moi j'assume totalement, ça a été de dire on sera le Conseil d'État, et plus largement le juge administratif, sera le juge de Covid, et pour prendre une expression de Didier Mauss dans Libération, on sera le juge d'un instant. Et c'est là qu'on lance on fait en sorte qu'il y ait le référé. Enfin, le référé existe, mais là on lui donne une impulsion, et donc le premier recours en référé, c'est le syndicat des jeunes médecins, fait un recours en référé le vendredi, alors je ne sais plus exactement les dates, mais enfin disons que c'est juste après le confinement, et qui, paradoxalement, demande non pas l'assouplissement du confinement, mais demande le renforcement du confinement en disant qu'il faut avoir un système qui ressemble à ce qui se passe en Chine à l'époque. Donc c'est le premier référé. Le premier référé, ce n'est pas une demande de réduction, c'est une demande aussi de contraintes supplémentaires. Et c'est là
Et alors là, c'est là qu'il y a la responsabilité du président de la section du contentieux. La requête arrive, je crois, le vendredi. Pour bien marquer les choses, on la juge le dimanche matin. Paris est totalement désert, la place du Palais Royal, il n'y a plus personne. Les Champs-Élysées, il n'y a personne. Il y a quelques SDF sur la place du Palais Royal. Il y a une conférence de presse que je fais dans la cour du Conseil d'État. Et la machine est lancée. Après, je constitue ce qu'on a appelé une task force. Et donc là, on rend des centaines d'ordonnances de référé. Et donc le Conseil d'État devient le juge du Covid. Alors après, pour être honnête et équilibré, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire oui, mais les libertés publiques n'ont pas été suffisamment défendues, le Conseil d'État aurait dû aller plus loin dans le contrôle. Bon, il y a eu beaucoup de censure, mais ce qui était bizarre, c'est qu'à un moment, si on lisait certains articles de presse, on avait l'impression que c'était quasiment un match de foot et on comptait les annulations comme on comptait les buts marqués. Bon, donc il y avait, moi j'assume, il y avait un souci d'équilibre entre le fonctionnement de la société, les protections de la santé publique et puis les libertés publiques. Vous l'avez fait. Je l'ai fait. Et j'assume. Et c'est en tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça parce que par respect par rapport aux gens qui sont décédés pendant le Covid ou qui ont été gravement malades, mais disons que d'un point de vue, on parlait tout à l'heure de management, disons que ça a été un moment où il y a eu une implication très très grande des équipes et pas simplement des membres du Conseil d'État. Voilà, je leur mettais une décoration à une secrétaire, tout ça, quoi. Il y a eu une implication de tous les agents, de toutes les secrétaires, etc. sur le sujet. Vous avez été le Delfrécy du droit. Oui, je sais pas. Bon, non, mais voilà. Non, mais c'était une période importante. Et est-ce que vous diriez que c'est votre réalisation la plus importante lorsque vous êtes revenu au Conseil d'État, ou est-ce qu'il y a autre chose que le Covid? Je n'ai pas de hiérarchie, j'ai fait des choses très différentes. J'ai trois bons souvenirs, mais qui sont très, très différents. J'ai la DGT, là, voilà, ça a été un très bon moment. J'ai les sections sociales, les sections du contentieux et les cabinets. Mais justement, ouais, je mets pas. Voilà, chaque fois c'est tellement différent. Mais chaque fois, c'est là que j'ai eu une chance fantastique, j'ai aimé faire ça. Alors après, du coup, c'est totalement différent puisque vous devenez directeur de cabinet du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, un garde des Sceaux dont la nomination, d'ailleurs, a suscité une certaine contestation. Oui. Vous êtes content d'y arriver? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi un directeur de cabinet? Qu'est-ce que vous, spécialiste du droit social, venez faire Oui, mais moi parce que la vie est... Je ne suis pas qu'un spécialiste du droit social. Non, mais parce que là, j'ai travaillé à la justice. J'ai été à un moment, qu'on n'en a pas parlé, mais à un moment, j'ai été directeur adjoint d'une très très belle direction au ministère de la Justice qui existe toujours, qui est la direction des affaires civiles et du Sceau. La plus belle. Alors oui, moi je ne sais pas, par respect par rapport aux autres, enfin, disons, mais une très belle direction. Donc j'aime beaucoup le monde de la justice, que je connaissais bien d'un point de vue familial, etc. Et donc c'est un monde passionnant. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un service public, la justice. Parce que ça a été un peu ma partition. C'était bien sûr, il y a l'indépendance, etc. Mais fondamentalement, c'est un service public qui doit rendre des jugements de qualité dans des délais rapides. Je caricature un peu, mais... Oui, si. Mais alors, le directeur de cabinet, il est en situation de réaliser ses objectifs? Oui. C'est-à-dire, donc j'accepte, parce que par rapport justement au défi, donc j'aime beaucoup le ministère de la Justice, et un directeur de cabinet, alors dès lors qu'il travaille en confiance avec le ministre, et puis avec les directeurs. Oui. Parce que là, vous vous retrouvez du côté justement de la partie cabinet, et plus dans la côté. J'ai jamais été dans un cabinet avant. Oui. Donc, parce que je considérais que le plus beau travail, c'était le directeur de la mission centrale.
Donc j'ai jamais été dans un cabinet. Et là, bon, finalement, je suis en fin de carrière. Je me dis, ça a un défi voilà, à faire, et donc sur un sujet qui m'est cher. Et le directeur de cabinet, il a beaucoup de pouvoir quand même. Il a beaucoup de pouvoir parce que alors c'est difficile à définir la fonction de directeur de cabinet. D'abord, ça dépend beaucoup du ministre, ça dépend beaucoup du directeur de cabinet ou de la directrice de cabinet, etc. Donc il n'y a pas de... Enfin, en gros, c'est celui qui fait l'interface avec le ministre, donc qui est son numéro 2 de fait du ministère. Il a un cabinet d'une vingtaine de conseillers techniques et qui sont en lien avec les directions et en lien avec l'interministériel. Donc, par exemple, c'est lui qui négocie, pour prendre des exemples très concrets, le budget. Éric Dupond-Moretti a, avec raison, attaché beaucoup d'importance au budget du ministère de la Justice. Donc, il faut se battre avec Bercy. Donc, c'est le directeur de cabinet qui implique le cabinet pour défendre le bon budget vis-à-vis de Bercy. Quand il faut mettre un point sur lequel moi j'attache extrêmement d'importance, et l'actualité a hélas montré qu'il n'y a pas tort, parce qu'un des métiers les plus rudes de la fonction publique, c'est sans doute surveillant pénitentiaire. Et on se bat avec la fonction publique pour avoir ce qu'on appelle la catégorie B pour les surveillants pénitentiaires. Oui. Donc tout ça, alors il y a l'impulsion vient du ministre, mais disons que la réalisation, c'est le directeur de cabinet avec son cabinet. Et après, vous devenez directeur de cabinet de la Première ministre. Ouais. Et alors, c'est le même métier? Non. Qu'est-ce qui change? Ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais disons que là, alors c'est le Graal un peu parce que là, c'est sans doute un des métiers les plus sans doute le métier le plus passionnant voilà, directeur de cabinet Premier ministre. Alors, mon prédécesseur Aurélien Rousseau avait dit cette Matignon, c'est le terminus des emmerdes. Il y a un bouquin qui a été écrit par une journaliste du Monde qui est appelé L'enfer de Matignon. Alors c'est vrai qu'il y a tout remonte. Alors là, c'est plus la justice, c'est plus le social, c'est tout qui remonte, quoi. Donc, et contrairement à ce qu'on dit, le Premier ministre n'est pas un collaborateur. Donc la machinerie administrative, il y a une autre personne qui joue un rôle extrêmement important, qui est la secrétaire générale du gouvernement, mais enfin la machinerie administrative, elle est à Matignon. Parce que c'est Matignon qui fait ce qu'on appelle l'interministériel, les arbitrages interministériels, etc. Donc tout remonte à Matignon. Et là, vous n'êtes plus le directeur de cabinet d'un ministre, mais vous êtes quelque sorte le patron des directeurs de cabinet des autres ministres. Et le patron des ministres aussi? Alors là, il ne faut pas dire ça. Non, mais disons que vous êtes la voix de la en l'espèce, c'était Elisabeth Borne, vous êtes la voix de la Première ministre vis-à-vis des ministres. Oui, mais les questions franches, quand un ministre veut parler au Premier ministre, est-ce qu'il vous parle d'abord à vous en premier? Non, il ne peut pas. Non, il ne faut pas. D'accord. Ouais, non, faut pas avoir une vision. Non, caricaturale des choses, c'est-à-dire que les ministres, et en plus, ce qui se passe, c'est que le ou la Première ministre et les ministres se voient en permanence. Ils ont il y a bien sûr le Conseil des ministres, mais à côté des conseils des ministres, il y a des réunions informelles, etc. Donc, un ministre n'a pas besoin de passer par le DIRCAB PM pour parler à la Première ministre. Non, c'est pas si... Et donc, votre homologue, est-ce que c'est finalement le secrétaire général de l'Élysée? Oui, mais alors... Votre interlocuteur peut-être privilégié, je ne sais pas. Oui, alors il y a eu des articles dans l'opinion qui ont été écrits sur les quatre, en quelque sorte, bien sûr le président de la République, la Première ministre, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et puis le directeur de cabinet du PM. Donc les quatre jouent un rôle important, donc on se voit régulièrement pendant la semaine, et donc Kohler, le secrétaire général de l'Élysée et puis le directeur de cabinet du PM ont des réunions où ils préparent en quelque sorte les arbitrages finaux entre Premier ministre et président de la République. Et puis il y a des moments où on se voit à quatre, etc. Donc c'est effectivement une instance importante, mais en même temps, on parlait tout à l'heure des politiques, la décision, c'est les politiques, c'est le président de la République, la Première ministre, c'est pas
Vous aviez parlé d'un déjeuner qui se tient toutes les semaines et dont la forme est assez étonnante. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez nous en dire un mot? C'est le secret des dieux. Non, c'est pas un secret. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'il y a une fois par semaine, alors je sais pas, là je parle de ce que je connais. Il y a un déjeuner entre le président de la République et la Première ministre, et en même temps, il y a un déjeuner entre le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet du Premier ministre. Et à la fin, les deux, c'est-à-dire le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet, rejoignent le déjeuner des deux autorités politiques au dessert. Voilà. Et là, on parle encore de réforme ou, oui, on parle de réforme. Ou c'est plus léger comme type de discussion? On parle de réforme. Toujours travail. Toujours travail. Oui, enfin en même temps, oui. C'est pas. C'est parce que des fois, ça se passe de façon plus fluide qu'on peut le dire dans la presse, si vous voulez. Voilà. Mais donc là, vous donnez votre avis sur le fond. Oui. Donc vous avez quand même un rôle plus que protocolaire, un rôle de... Mais l'avis est beau. Si vous voulez, c'est pas uniquement au déjeuner. Si vous voulez, il y a un moment, il y a une relation de confiance entre la Première ministre et son directeur de cabinet. Voilà. Donc c'est là aussi que ça se... Et un bon directeur de cabinet d'un Premier ministre ou d'une Première ministre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon directeur de cabinet? La question, si je peux me permettre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon directeur de cabinet de ministre déjà? C'est quelqu'un qui est en capacité de challenger le ministre en quelque sorte. Voilà. C'est pas ce que je disais tout à l'heure à propos du directeur de l'administration centrale, c'est pas de la pure exécution. Donc à un moment, il faut un ministre ou une ministre a besoin de quelqu'un qui le challenge en disant mais est-ce que vous êtes bien sûr que c'est la bonne décision, est-ce que c'est le bon timing, etc. Donc il faut autrement dit, il faut avoir, je pense, il ne s'agit pas d'avoir l'état profond, après c'est le ministre qui prend la décision. Mais dans la phase préparatoire, un bon directeur de cabinet doit être en capacité de dire attention, là il y a tel problème sur le fond, il y a tel problème sur le timing, il faut faire attention, est-ce qu'on est sûr qu'il ne faut pas consulter machine, etc. Donc c'est un rôle interactif entre le ministre et le directeur de cabinet. Rien n'est pire que le directeur de cabinet transparent. Bon, on imagine que vous ne l'étiez pas. Alors après, il y a la question de Pirelli sur le bon directeur de cabinet. Du Premier ministre. Ah oui, pardon, oui. Le bon directeur de cabinet, alors je ne dresse pas un autoportrait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Je pense que le bon directeur de cabinet du Premier ministre, c'est d'abord quelqu'un qui a, ce qui va sans dire, mais ça va mieux en le disant, qui a la confiance totale du Premier ministre, de la Première ministre. Donc il faut qu'il y ait une relation, pas amicale, mais de confiance totale, et qui sache que dire attention, il y a tel et tel problème qui se pose. C'est quelqu'un aussi qui a une autorité, qu'il faut qu'il ait une autorité sur les directeurs de cabinet. Parce que alors, tous les mardis, il y a une réunion, le mardi, alors à l'époque, le mardi soir à 18h, sous l'autorité du directeur de cabinet du Premier ministre, tous les directeurs de cabinet sont réunis. Alors, et puis il y a plein d'autres instances d'arbitrage, etc. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'autorité. Et que dont l'autorité ne résulte pas uniquement du Premier ministre. Il faut qu'il ait une autorité personnelle vis-à-vis compte tenu de son passé, compte tenu de son expérience. Voilà. Donc faire attention à ça. Petite question, vous êtes directeur de cabinet d'une Première ministre qui porte probablement la réforme la plus impopulaire depuis des années. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que déjà sur le fond vous êtes à l'aise? Moi sur le fond je suis à l'aise. D'accord. Parce que je pense que la réforme est nécessaire. Mais ceci dit, je suis arrivé après moi. Donc j'ai pas. Mais ça ne me pose pas de problème de conscience. Je considère que la réforme est nécessaire pour plein de raisons. Et que alors après, sur tel et tel point, mais donc ça ne me pose pas de problème de conscience. Et j'aime beaucoup travailler avec Elisabeth Borne, qui est quelqu'un qui
c'est quelqu'un qui a quand même un sens profond de l'État, qui a tout fait au sein de l'État. Elle a été préfète, directeur de centrale, directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui a été directrice, PDG de la RATP. Oui. Donc c'est quelqu'un. C'est là que, quand je dis qu'il faut parfois challenger, là, c'est comme au tennis, là. Donc vous avez les balles, les balles au tennis, ça arrive vite et fort. C'est un partenaire de haut niveau. Oui, c'est un partenaire de haut niveau. Mais il faut, voilà, c'est de très très haut niveau. Très, très haut niveau. Dites-moi. Et quand ça s'arrête, c'est soudain, c'est anticipé, on part avec des regrets, comment ça se passe? L'arrêt est brutal parce que, si vous voulez, je pense qu'il est brutal aussi pour Elisabeth Borne, mais je pense donc effectivement, vous avez deux semaines parfois qui approchent les 120 heures, tout ça, voilà, deux semaines très, très, très rudes, et tout d'un coup, alors en plus, moi je suis à la retraite, donc le moment où ça s'arrête vraiment, quoi. Donc vous passez de l'hyperactivité à zéro. Alors après, bon, donc ma famille est contente. Et vous? Moi, après, il faut effectivement trouver une forme d'activité, parce que voilà. Donc, mais c'est quand vous passez il y a un moment, il y a le passage de témoin avec Gabriel Attal. Et donc quand vous passez le Porsche de Matignon, voilà, c'est fini, quoi. Donc, mais c'est une expérience, voilà. Voilà, je ne regrette pas, ça a été c'est une très, très belle. C'est sans doute au sein de l'État des postes sans doute les plus intéressants. Ben écoutez, nous en tout cas, on ne regrette pas cet entretien. J'espère. Et nous vous remercions chaleureusement Merci tous à les vous. deux. Et puis voilà, bien à très bientôt et au prochain grand entretien.